Bonjour à tous. La session va démarrer d'ici quelques instants. On va attendre quelques secondes, peut-être le temps que tous les participants puissent se connecter. Il y a du monde qui arrive. Bon, très bien, on va pouvoir démarrer. Tout d'abord, merci à tous pour votre présence. Je suis Nelly et j'accompagne de nombreux clients dans la digitalisation de leurs ressources humaines chez Snapshift. Donc, Snapshift, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est une application pour gérer tous les aspects RH des métiers de l'hôtellerie-restauration, entre autres. On va aborder des questions de gestion de planning, de paye, de masse salariale ou même encore de gestion administrative. Aujourd'hui, ce webinaire vous est proposé en partenariat avec l'Addition, qui est une suite logicielle complète qui propose des produits et services destinés à accompagner les professionnels du domaine CHR dans l'ensemble de leur activité et avec lequel Snapshift est intégré justement. Sa notoriété, l'Addition l'a construite en développant et en commercialisant sa caisse enregistreuse sur iPad que tout le monde connaît maintenant depuis 8 ans. Désormais, l'Addition a pour vocation d'aller encore plus loin et de profiter de ses nombreuses ressources pour intervenir à chaque étape des métiers du domaine CHR. Alors, le thème de ce webinaire aujourd'hui est analyser ces ratios pour anticiper la reprise. Pourquoi faire un webinaire sur ce thème? C'est une période difficile. Beaucoup de professionnels du secteur ont des difficultés, des incertitudes, du stress, des interrogations, il faut le dire. Il y en a certains qui ont dû fermer leur établissement, d'autres qui ont opté pour la vente à emporter. En tout cas, tous ces changements sont majeurs et ils bouleversent notre quotidien et chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Cette période peut aussi être une opportunité de prendre le temps de faire le point sur son activité, de se former et d'apprendre du passé. C'est pourquoi, à travers ce webinaire dédié à l'analyse des ratios, on tenait à vous guider pour comprendre et analyser vos ratios passés pour anticiper la reprise afin d'identifier les axes d'amélioration possibles. Donc, avant de démarrer et entrer dans le vif du sujet, petit point logistique. Donc là, on va vous présenter une capture écran où vous allez voir, pour pouvoir poser vos questions, vous avez la possibilité de le faire via l'onglet questions de l'interface, donc avec le point d'interrogation. Et aussi en parallèle, vous allez pouvoir interagir entre vous, entre participants, et poser vos questions publiquement en utilisant l'onglet chat. Donc, vous avez le petit point d'interrogation pour poser vos questions et l'onglet chat pour communiquer entre vous. Sachant qu'on reviendra à la fin du webinaire pour voir l'ensemble de vos questions, mais au préalable, entre chaque partie de ce webinaire, on pourra répondre aux questions les plus posées justement tout au long de ces premières parties. Maintenant, je vais laisser la parole à Adrien, notre intervenant, pour se présenter et commencer l'atelier. Adrien, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Nelly, et très belle introduction qui rassemblait bien les problématiques que connaissent les restaurateurs aujourd'hui. Donc je me présente Adrien, je travaille pour Sofadrien, une entreprise que j'ai bâtie avec Sophie il y a 3 ans maintenant, et nous accompagnons au quotidien les restaurateurs dans leur développement. Notre entreprise s'est bâtie sur un constat très simple, le fait qu'en termes de gestion, les établissements ont très peu de retours, hormis le retour comptable en fin de période semestrielle, en fin de période annuelle, et qu'il est très difficile, en tout cas on en est convaincu, de naviguer à vue sur des établissements avec des problématiques complexes, et qu'à réussir à mettre en place une stratégie de performance et un business model qui fonctionne dans le temps nécessite d'avoir des actions au quotidien sur sa gestion, qu'elle soit économique, mais qu'elle soit aussi opérationnelle, puisque les deux sont très liés en restauration. Donc voilà, notre but, notre volonté première, c'est de montrer aux restaurateurs comment, avec leurs petits moyens, parce qu'on le sait, pour les indépendants, ce n'est pas forcément des notions qui sont très, très évidentes, comment est-ce qu'on peut arriver justement à avoir une gestion. Et justement, nous, auprès des restaurateurs qu'on suit, on se rend compte que cette période un peu particulière et même complètement inédite de confinement est un moment très privilégié pour faire un bilan, faire une analyse de ce qu'on a pu faire jusqu'alors, des résultats qu'on a pu obtenir, et voir comment est-ce qu'on peut agir par rapport à ceci. Et ça va être le thème de ce qu'on va aborder aujourd'hui, et c'est sur ces questions que j'espère pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Je vais essayer d'être le plus concret possible et pas être dans la simple analyse théorique. Donc, on va essayer de prendre un cas concret qu'on va suivre au fur et à mesure, un restaurant qu'on a inventé de toutes pièces, mais qui vous permettra de voir clairement
à quoi ça correspond. Dans l'idée, on va essayer de faire ça en 3 moments. La première, c'est de définir justement quels sont les chiffres clés qu'il faudrait analyser pour avoir une bonne vision de la santé de son entreprise et de son modèle. Dans un second temps, on verra justement quelle action conjoncturelle on peut mener à partir de cette analyse. J'entends par action conjoncturelle, qu'est-ce que je peux faire directement par rapport à la crise qui est présente et aussi par rapport à la réouverture que j'imagine. Donc vraiment des actions un peu choc dès l'ouverture, dès le début du fonctionnement. Et ensuite, on verra comment on peut aussi profiter de cette période pour faire des actions plus structurelles et cette fois-ci revoir un peu son modèle, son fonctionnement pour justement arriver à quelque chose qui fonctionne de manière un peu plus claire et précise pour vous au quotidien, une fois que cette vague un peu particulière sera passée. Commençons donc par voir ce qu'il en est de l'analyse des chiffres clés à analyser simplement. Là, je suis dessus normalement et vous voyez le bon slide à l'écran. L'idée, voilà, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on doit analyser, comment est-ce qu'on doit le faire. C'est pour certains d'entre vous un premier exercice. Donc, il faut prendre les bonnes données. Première question qui va se poser, si je veux faire un bilan de mon entreprise, c'est de définir quelle période je vais prendre comme référence pour avoir un état des lieux de mon fonctionnement et un état des lieux de mes entrées d'argent et de mes sorties aussi. Il va se poser donc la question de la période. La période analysée, elle pose plusieurs questions puisqu'elle pose la question de qu'est-ce que je veux analyser. Si j'analyse du chiffre d'affaires, si j'analyse de la dépense d'achat ou si j'analyse de la masse salariale, je me rends compte que je n'ai pas forcément la même besoin de période d'analyse pour arriver à quelque chose de pertinent. Du même principe, en fonction de si mon restaurant ou mon établissement a une ancienneté grande ou vient d'ouvrir il y a quelques mois, je n'aurai pas les mêmes capacités d'analyse. Donc, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est que cette période, tant qu'elle est définie, c'est le principal et essayer de garder la même période d'analyse pour les différents points qu'on va évoquer. Vous pouvez très bien évoquer une analyse année en cours par rapport à l'année précédente, mais aussi évoquer une analyse mensuelle, un mois de janvier par rapport à un mois de janvier de l'année précédente. Ce qu'on se rend compte surtout, c'est qu'en fonction donc, de ce qu'on veut voir, chaque format a une pertinence plus forte et des difficultés plus grandes. Pour une analyse d'achat, vous le savez bien, vos cycles de commandes vont être plus par semaine, donc une analyse hebdomadaire va être bien plus pertinente qu'une analyse mensuelle où un mois peut s'arrêter en cours de semaine et dès lors, le chiffre que je prends en compte est moins intéressant. Pour une analyse à l'inverse de la masse salariale, ce qui compte, c'est la fiche de paye que je remets à mes salariés à la fin du mois et dès lors, c'est l'analyse mensuelle qui va être intéressante plus que l'analyse hebdomadaire qui aura moins de sens. Quoi qu'il en soit, essayez d'identifier une période et de vous y tenir. C'est ça qui va vraiment compter. Une fois qu'on a défini la période qu'on va prendre en compte, il faut identifier les ratios pertinents pour son activité. On va essayer de définir ensemble quelques ratios clés en chiffre d'affaires, en masse salariale et en achat. Je vais surtout faire un focus sur ces 3 données aujourd'hui parce que d'un côté, c'est votre entrée d'argent et de l'autre côté, ce sont vos 2 plus gros pôles de dépenses. Donc, c'est ceci qu'il faut maîtriser le plus précisément possible pour avoir une santé économique et en tout cas pour avoir un projet qui fonctionne dans le temps. Si on regarde par rapport au chiffre d'affaires, les données que je vous inviterai à analyser, ce serait surtout des données d'évolution. Dans ce cas-là, regardez simplement le chiffre d'affaires hors taxe et regardez aussi le nombre de couverts. Ça peut être un très bon moyen d'avoir des tendances pour voir comment fonctionne votre business. Même principe, regardez aussi le panier moyen. Est-ce qu'il a tendance à vendre plus par ticket ou à vendre moins par ticket? Au niveau de la masse salariale, il y a 2 vecteurs qui peuvent être intéressants et 2 ratios qui sont intéressants de regarder. Alors là, je vais justement passer sur notre exemple de restaurant théorique qui va normalement s'afficher devant vous, qui va être, on a inventé un restaurant, c'est un coffee shop très simple, très classique, qui s'appelle le Marcelo Café. Donc voilà, là je suis sur son planning, et sur ce planning, qu'est-ce que je peux voir ici? Clac. C'est l'analyse. Alors l'analyse, je vais avoir 2 chiffres et 2 données. Pourquoi je vous donne 2 chiffres différents? Parce qu'en fonction de l'outil que vous utilisez pour faire vos plannings et de la manière dont vous faites vos plannings, vous aurez plus une capacité à tenir un des ratios, à obtenir un des chiffres par rapport à l'autre. Ces 2 chiffres, ça va être dans l'analyse la masse salariale et la productivité. La masse salariale, elle va s'exprimer en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe et donc c'est la part du chiffre d'affaires que vous accordez et dont vous avez besoin pour payer l'ensemble de vos salaires chargés patronales. La productivité, c'est simplement le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'heures que vous avez utilisées pour faire ce planning. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes de productivité, vous allez être sur une donnée qui ne prend pas en compte le salaire, puisque vous allez être une donnée nombre d'heures par rapport au chiffre d'affaires. Tandis que la masse salariale, là, vous allez être sur la vraie donnée que vous allez payer à la fin du mois. Donc, on a 2 chiffres qu'on peut évaluer et qui peuvent permettre justement de faire un état des lieux de sa masse salariale idéalement couplée avec sa productivité. La productivité seule
permet déjà d'avoir un bon pouls de votre planning et de votre manière de gérer votre entreprise. Enfin, au niveau de ce qui va être la masse d'achat, là, ça va vous demander un travail un peu plus grand, mais qui est facile à faire en ce moment où vous avez un petit peu de temps. La masse d'achat qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va appeler le food cost. Et ce food cost, c'est simplement le chiffre d'affaires, enfin, la dépense d'achat divisée par le chiffre d'affaires. Donc là, vous allez arriver à combien est-ce que vous accordez de votre chiffre d'affaires pour payer vos achats tout simplement. Dès lors, ce qui est important, c'est de voir comment ces chiffres évoluent. Au niveau de la masse d'achat, ce qui est intéressant aussi, c'est de le comparer avec un théorique. Ce théorique, ce sont vos recettes et comment est-ce qu'elles sont proches ou éloignées de vos commandes. Normalement, les recettes que vous avez mises en place en business model doivent être le plus proche possible de vos commandes. Si ce n'est pas le cas, il faut comprendre qu'est-ce qui fait cette différence. Une fois qu'on est parvenu à calculer justement ces différents ratios, ce qui est important, c'est de voir justement où est-ce qu'on a des lacunes. À quel moment mon planning est trop important par rapport au chiffre d'affaires que je réalise. À quel moment mes achats de produits alimentaires se sont éloignés de mes commandes. Et c'est ce premier constat que je vous invite à faire aujourd'hui et de profiter de ces périodes de pause pour le faire, parce que c'est à partir de cette base-là que vous allez pouvoir mener des actions tant pour la réouverture et pour cette période de Covid-19 qui est un peu particulière, que des actions un peu plus structurelles dans une évolution pour avoir un visuel bien plus grand sur ces achats, sur cette masse salariale qui sont des coûts assez importants, tout en n'oubliant pas aussi le chiffre d'affaires où souvent il y a des choses il y a des actions à mener qui peuvent être très rapides et très simples. Donc voilà, si vous devez retenir vraiment 3 calculs à faire, l'évolution de vos chiffres d'affaires, faites un tableau très simple où vous regardez comment cette donnée évolue dans le temps. Votre taux de productivité, ça c'est très simple, vous prenez simplement le nombre d'heures dans un planning, vous le divisez par le chiffre d'affaires, vous avez un ratio. Classiquement, on a tendance à dire que si vous êtes allé en dessous de 40 euros par salarié et par heure, vous avez un taux de productivité qui est un peu faible. Au-dessus, si je prends une très grande fourchette de 70 euros de chiffre d'affaires par salarié et par heure, vous commencez à tirer sur la corde et vous avez un planning qui est vraiment un peu rude pour vos salariés. Et au niveau de votre masse d'achat, elle doit être au plus proche possible de votre théorique et de vos recettes. Bien sûr, il y a toujours une petite zone tampon qui vont être les stocks, les pertes, les repas employés, tout ce qui n'est pas destiné finalement dans ce que vous achetez à une vente directe. Là-dedans, vous devez être à 3, 4 points au-dessus de votre théorique et en tout cas de ce que vous avez calculé quand vous avez mené votre business plan et quand vous avez créé vos recettes. Voilà pour faire en tout cas un premier tour un peu rapide des chiffres clés à analyser et des différentes données qui sont intéressantes de discuter aujourd'hui et d'évoquer ensemble pour voir justement ce qu'on peut mener sur ces choses-là. Ok. Merci Adrien pour cette première partie. Avant d'aller sur la deuxième partie, on va peut-être regarder les questions qui ont été posées. Donc j'en ai un certain nombre, donc je vais te les poser. Quelles sont les moyennes de la profession des ratios proposés? Alors justement, j'ai volontairement essayé de donner soit des grandes fourchettes, soit pas donner de moyenne, parce qu'on ne peut pas vraiment se tirer des normes de la profession. Ça va vraiment dépendre de votre concept et de votre format. Je prends un exemple très concret. Pour 2 formats de restaurants similaires, vous n'aurez pas le même planning si ce restaurant est de plein pied ou s'il a une terrasse et une salle en étage et une cuisine au sous-sol, parce que le personnel ne sera pas amené de la même manière. De manière à peu près classique aussi, plus on rentre dans du gastronomique, plus on va travailler les produits bruts, donc il y a un coût assez bas, mais avec une masse salariale plus forte, parce qu'il y a un travail, une élaboration de produits, une production, une étape de production qui est plus longue et qui amène un surcoût de la masse salariale. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que si on cumule masse salariale et masse d'achat, pour avoir quelque chose d'à peu près périn, il faudrait arriver grand maximum à 60% du chiffre d'affaires dans ces deux pôles de dépenses en tout cas. Ok, merci. Finalement, qu'est-ce qui est le plus pertinent entre ratio de productivité et masse salariale? En fait, c'est deux ratios différents. Est-ce qu'il y en a un que je dois suivre plus que l'autre? Ça dépend déjà de qui vous êtes dans votre établissement. Si vous êtes gérant, je vous invite vraiment à essayer de réussir à calculer votre masse salariale parce que c'est vraiment votre dépense et vraiment ce qui va sortir de votre compte. Et dans le bilan de trésorerie qu'on évoquera après, c'est ce qui va compter. En revanche, si vous êtes juste dans une action de management et que vous n'avez pas forcément, ou que vous êtes dans un contrat de franchise, vous n'avez pas forcément la grille des salaires en main, c'est peu pertinent de regarder la masse salariale parce que vous ne maîtrisez pas cette notion de salaire par poste. Donc ça va vraiment dépendre aussi de votre fonction et de ce que vous décidez de faire de ce chiffre. Si le but est d'analyser un planning et son évolution par rapport aux chiffres, regardez la productivité. Si le but est vraiment d'analyser ce pôle de dépenses dans sa complexité, regardez plus la masse salariale.
OK. Sur un autre ratio, tout à l'heure, tu parlais du food cost et donc il y a une question là-dessus. Comment mettre à jour le tableau régulièrement, sachant que les commandes sont effectuées tous les jours? Ah ben justement, c'est quelque chose qui est bien plus simple à gérer même qu'une masse salariale où on a besoin un peu plus d'un outil comme Snapshift pour arriver à un chiffre et c'est pour ça que je donnais une autre possibilité de ratio. Sur un ratio simplement de food cost, je vais vous remettre un peu un tableau très simple en visuel. Vous allez voir, c'est hyper simple à mener. Et ça, moi, je vous l'ai fait en tableau, mais vous pourriez très bien le faire vous à la main. Et j'ai quelques clients moi, qui me suivent avec juste une comptabilité manuelle et ça fonctionne très bien. C'est simplement le fait d'avoir ce type de choses. Hop, je ne sais pas si ça s'affiche correctement à l'écran, mais à chaque jour, vous allez confronter votre chiffre d'affaires avec votre pôle de dépenses. Voilà, l'idée étant voilà, d'avoir sur un dimanche 1er mars, je sais que j'ai fait 3 500 € de chiffre d'affaires hors taxe et que j'ai dépensé seulement 15 €. Fort logiquement, c'est un dépense. Encore une fois, tous ces chiffres sont très théoriques, c'est notre restaurant test. Mais sur un lundi, j'ai fait 2 500 € de dépenses pour 365 € d'achat. Donc là, voilà, je peux avoir un suivi assez régulier. Ça prend vraiment 10 secondes chrono puisque la plupart des restaurants vont avoir entre 5-6 livraisons par jour. Mais faire un simple suivi comme ça en comparaison chiffre d'affaires et livraison rentrée en restaurant, ça permet d'avoir une première donnée et de suivre les cycles de commande beaucoup moins à l'aveugle qu'en attendant le rapport comptabilité en tout cas. OK, peut-être une dernière question avant d'arriver sur la deuxième partie. Bon, déjà, il y en a pas mal qui demandent si tu peux partager ton tableau des ratios et savoir comment ça se passe au niveau de l'analyse justement sur Snapshift. On pourra y revenir. Complètement. Dernière question, mais tu as un peu répondu, mais à quelle fréquence dois-je calculer ces différents ratios, une fois par mois, une fois par an? Alors, le calculer, c'est-à-dire créer la formule, etc., en allant une fois et après vous n'avez plus qu'à l'appliquer et c'est assez simple. Par contre, c'est d'abord au contraire le but de ce qu'on veut se dire aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de ce modèle où on a une analyse semestrielle ou une analyse annuelle qui tombe après, a posteriori. L'idée d'être vraiment dans le moment réel. Donc, si vous arrivez à me faire une analyse par cycle de commande de vos achats et une analyse par période de paye de votre masse salariale, c'est idéal. Ça vous permet de mener des actions correctives hyper rapides et de ne pas continuer sur une pente qui aurait pu glisser, qui pourrait continuer à glisser, que ce soit sur les achats où on peut se retrouver avec des fournisseurs qui vont poser problème, ou que ce soit sur des masses salariales mal maîtrisées parce qu'on va avoir un planning qui est mal maîtrisé lui aussi de manière plus opérationnelle. Plus vous avez une analyse rapide, mieux c'est justement pour corriger. Et c'est pas si compliqué. Si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que c'est pas si compliqué d'avoir cette analyse au quotidien avec des outils très très simples. OK, très bien. Merci Adrien. On passe à la deuxième partie? Tout à fait. Justement, une fois que vous êtes capable d'avoir ces quelques petits calculs en tête et que vous avez fait un premier constat, l'idée, c'est de voir ce qu'on peut amener comme action corrective derrière de manière assez rapide. Et une première action corrective que vous attendez tous, c'est cette action conjoncturelle qui est liée à la situation qu'on connaît. On sait très bien que là, on a une situation de stop qui se pose au pire moment pour un restaurateur, à savoir au moment où on devrait être en plein lancement de l'activité. Et s'il y a une réouverture qui s'annonce, ça va s'annoncer sur les chapeaux de roue. Donc justement, on va donner quelques petites possibilités en regardant ces ratios de préparer cette saison et comment est-ce que opérationnellement on peut apporter à notre analyse des réponses concrètes pour arriver à un sentiment d'être rassuré sur cette préparation. On regardera aussi justement les difficultés par rapport à cette crise et au projet de reprise, comment est-ce qu'on peut, d'un point de vue plus économique, évoquer tout ça. Déjà, pour parler un peu de choses positives, vous savez tous qu'il va y avoir certainement une réouverture assez intense. C'est ce qui s'annonce en tout cas de ce qu'on voit sur les pays qui, eux, commencent à sortir du confinement. Et donc, il va y avoir une reprise qu'il va falloir commencer à préparer. Et là aussi, j'ai envie de vous dire que ce moment de pause, il est très bon pour préparer cette reprise, dans le sens où il vous permet de faire des choses que vous n'avez pas l'occasion de faire en tant que restaurateur au quotidien. J'ai été dans l'expérience et je sais que prendre du recul et mettre en place de nouveaux outils ou de nouveaux formats, c'est quelque chose qui est inconcevable pour un restaurateur qui est au quotidien dans son activité, dans ses problèmes qui se présentent. Première chose à faire, un rétro-planning d'ouverture. Même si on n'a pas de date de réouverture des restaurants, rien n'empêche d'imaginer dès à présent un rétro-planning où on sait qu'une semaine à l'avance, il faudra prévoir telle commande, que le personnel, il faudra le sortir et le remettre au travail à tel temps avant, 3 jours avant, 4 jours avant, s'il y a du ménage, s'il y a de la réorganisation à faire. À vous de le concevoir, ce rétro-planning sur une semaine, 15 jours, pour que quand l'action va se présenter et quand on va être sur cette période de reprise, vous soyez prêt, que vous ayez déjà un cahier des charges clé en main de ce qu'il faut faire et dans quel ordre. Deuxième chose, profitez-en parce qu'on sait qu'il y aura aussi certainement du recrutement qui va se présenter et qui va se faire un peu plus rapidement que prévu.
Profitez-en déjà pour avoir un plan de formation et d'intégration un peu plus calé. Je le sais, en restauration, c'est pas quelque chose qui est encore très classique, mais même pour rentrer un serveur très simple ou même un runner, avoir un petit plan de formation en 2-3 jours où on explique les différentes étapes qu'il doit suivre, connaître la carte, connaître les rangs, connaître le numéro de table et dans quel ordre et comment je l'évalue, ce sont des outils qu'il faut mettre à jour et qui peuvent être un très très bon moyen d'avoir un recrutement bien plus performant. Souvent, moi, je le vois au quotidien sur site, je me retrouve avec des serveurs qui sont à gérer la caisse directement alors qu'ils ne connaissent même pas le menu. Forcément, c'est un recrutement qui s'avoue et qui se dirige vers l'échec directement et qui obligera d'autres recrutements et un turnover qui va se mettre en place. Même principe, au-delà du plan d'intégration, il y a aussi un plan de recrutement. C'est-à-dire que sachez d'avance quels sont les formats d'annonces que vous pouvez passer, sur quel vecteur vous pouvez les passer et comment faire justement pour arriver à mettre en place ce plan et à le mettre en place sur les différentes formules possibles pour passer une annonce, sur les différentes fiches de poste que vous avez et vos attentes. Essayez justement de stabiliser ce moment-là pour être au clair quand la saison, elle, va démarrer. Au-delà de ce côté complètement opérationnel, mais qu'il ne faut pas non plus oublier et qu'il faut vraiment profiter de ce moment pour le mettre en place, vous avez aussi la problématique financière qui va se poser, puisqu'on est sur une période de crise, et je sais que la plupart d'entre vous ont mis en place des politiques de chômage partiel, ou en tout cas, en fait même des demandes de prêt auprès de la BPI. Là-dessus, deux choses à mettre en place. Une première chose qui va être un tableau d'objectifs. Ayez un tableau classique, hors crise, de ce qui sont vos attentes en chiffre d'affaires, en dépenses d'achat et en dépenses de masse salariale. Ce sera le meilleur moyen pour vous d'avoir quelque chose de clair et de précis et de conçu. Ça, vous pouvez justement le faire en faisant cette première analyse qu'on évoquait et ce premier bilan de votre situation. Soyez pas forcément très ambitieux sur le chiffre d'affaires, vous le savez que la reprise va être sur un certain temps, mais vous pouvez être très ambitieux par contre sur votre gestion et savoir que vous pouvez gagner des points assez importants sur cette gestion. Pour vous montrer un petit peu les données qu'il faudrait avoir en tête et sur lesquelles il faudrait s'objectiver, ce serait temps, alors là pareil on reprend ce restaurant test pour le mettre en avant, ce serait temps un chiffre d'affaires qu'on estime que ce soit au mensuel ou à la semaine, mais souvent, rien que faire ça, ça amène du concret. On n'a pas forcément le temps de se donner des objectifs là-dessus. On a l'objectif du business plan qui est lui annuel, mais le ramener à la semaine, c'est quand même quelque chose qui est déjà bien plus parlant pour vos équipes, mais aussi pour vous. Et il y a aussi donc un objectif de dépense d'achat. Cet objectif, fixez-le en pourcentage du chiffre d'affaires. Et il y a une idée de pourcentage du chiffre d'affaires que vous voulez accorder aux achats. Ne soyez pas trop gourmand que ça corresponde à vos recettes, mais soyez un peu plus ambitieuse que ce que vous étiez capable de faire à l'aveugle. Même principe pour la masse salariale, et il y a un objectif de pourcentage de masse salariale accordé par rapport au chiffre d'affaires ou au minimum un objectif de productivité horaire à atteindre, ce qui va vous obliger à repenser en action corrective au planning en fonction pour arriver sur des moments tout le temps assez productifs. Ces données-là, soit vous arrivez à les calculer comme je vous l'ai dit, mais soit sur par exemple Snapshift, je peux très bien réussir à avoir justement ces données semaine par semaine et les analyser et voir ce qui va poser problème. Et c'est là qu'on va arriver après dans l'action structurelle que j'évoquerai après, de comment justement je peux avoir des moyens hors reprise et hors planning purement théorique, comment je peux avoir des moyens d'action sur ces ratios. Mais déjà, construisez votre planning complètement théorique, repartez d'une page blanche, sans problématique contractuelle, sans problématique d'heures supplémentaires ou de taux particuliers de salaire, pour construire ce qui vous semble le plus cohérent par rapport à ça. Donc, budgétisez au maximum, essayez d'atteindre le budget idéal de votre établissement, pas trop généreux en chiffre d'affaires, mais essayez d'être le plus coriace possible au niveau des dépenses. Dernière chose, une fois que vous avez budgétisé votre année, budgétisez aussi votre trésorerie. Repartez du bilan actuel, de l'état de vos comptes, et essayez de voir si en gérant vos charges variables, donc masse salariale et chiffre d'affaires et dépenses d'achat alimentaire de cette manière, est-ce que cette trésorerie, elle tient? Et justement, prévoyez votre stratégie face à cette crise par rapport à ce budget un peu plus étendu. N'hésitez pas à voir un peu plus loin que les mois à venir, à aller même jusqu'au bout de l'année pour voir si, avec une stratégie mise en place de cette manière, on arrive à quelque chose qui peut redevenir, ou en tout cas devenir un peu plus périn. Voilà sur les actions conjoncturelles à mener, des actions très opérationnelles. Pensez-y aussi, parce que c'est ça qui va faire votre force et votre réactivité à la réouverture. Soyez dans de la mise en place d'outils, d'évaluation, de formation, d'intégration. Et à côté de ça, ayez une vision un peu plus large. Profitez-en pour avoir une vision plus éloignée sur le chiffre et sur les dépenses qui peuvent être amenées à se présenter à vous.
Ok, merci Adrien. On passe aux questions-réponses de cette deuxième partie. Alors, avez-vous des recommandations spécifiques de protocole ou process pour la période de réouverture? À quel niveau? Protocole, oui, dans le sens où, alors au-delà des protocoles opérationnels que j'ai pu évoquer en termes de management et d'intégration de salariés, pensez aussi à vos protocoles de sécurité et à vos protocoles d'hygiène. Évidemment, pour déjà le climat social, pour la communication vers la clientèle et pour créer une certaine sérénité dans l'établissement, pensez à remettre à jour vos protocoles d'hygiène, pensez à redévelopper la formation à ce niveau-là. Ça va déjà rassurer vos équipes. Moi, je pense à elles en priorité parce que c'est elles qui vont revenir travailler et qui vont être au quotidien dans l'établissement. Si elles sont rassurées, elles vont véhiculer un message rassurant. Donc, commencez déjà par les rassurer tant en termes d'hygiène, mais aussi en termes de sécurité. Les deux vont ensemble dans cette crise. Ayez, par exemple, un document unique d'évaluation des risques un peu plus à jour, un peu plus personnalisé par rapport à votre entreprise et au cas particulier de votre établissement. Si vous avez un vestiaire qui est très confiné avec des petits espaces, essayez de mettre en place justement les protocoles additionnels qui permettraient d'avoir une facilité à ce niveau-là. Et en termes d'hygiène, pour l'instant, on ne va rien réinventer, mais essayer d'intensifier simplement la formation et le suivi, tant sur l'hygiène corporelle et l'hygiène du personnel que sur l'hygiène des produits et le suivi des différents autocontrôles obligatoires. Donc, un peu renforcer ces protocoles de manière très simple, les rendre peut-être aussi un peu plus pédagogiques. Souvent, on a pas mal d'établissements qui ont des PMS qui sont rédigés par des laboratoires et qui sont très peu lisibles par des équipiers. Donc, essayer d'en faire des fiches un peu plus pédagogiques, des formats un peu plus simples à comprendre pour que tout le monde ait la même notion et la même formation. Et voilà, essayez simplement d'intensifier ça et de le rendre plus disponible déjà à vos équipes. Et le discours, il va se suivre tout seul vers votre clientèle ensuite. Ok, merci. Des questions sur comment faire si les clients ne sont pas au rendez-vous, comment être sûr que les clients sont au rendez-vous après la reprise et comment faire si jamais ils ne sont pas là? Ah bah ça, c'est la grande question. On parle quand même de grands inconnus et il y a toujours des points d'interrogation qui se présentent. Après, ça, j'ai envie de vous dire, c'est une problématique qu'on avait déjà à moindre mesure sur toute saison. Donc, ça ne change pas grand-chose sur votre préparation de cette saison et sur votre format d'organisation. Soyez en effet un peu moins ambitieux dans le début de votre recrutement, mais qu'il soit prêt. Même chose sur vos achats. Ne me faites pas une relance d'achat énorme dès les premiers jours. Bonnes petites astuces qui peuvent permettre justement d'éviter de prendre trop de risques à ce niveau-là. Et je sais que vous allez être un peu en difficulté à prendre des risques à ce moment-là. Ça va être par exemple de peut-être commencer par certains services, commencer par ouvrir le soir ou commencer par ouvrir le midi quand recommencer. Ouvrez sur vos services forts, sur là où vous savez que vous avez une attente de votre clientèle. Même principe, rouvrez peut-être sur une carte un peu plus réduite, sur vos plafards. Ne lancez pas une carte nouvelle et complètement inconnue sur laquelle vous n'avez aucun retour de manière totale au moment de la réouverture. Restez quand même sur des formats que vous maîtrisez. Même chose sur le planning. Faites recrutement par recrutement. N'allez pas me changer toute l'équipe de cuisine et toute l'équipe de salle en un coup. Allez-y donc par à coup, justement, et essayez justement de stabiliser. Mais plus vous aurez travaillé sur vos objectifs en amont, plus vous aurez travaillé sur justement ces moyens de tenir votre gestion et vos ratios, plus vous pourrez aussi justement corriger à avoir des actions correctives très rapides si la relance n'est pas au niveau de ce que vous aviez estimé. Ok, merci. Une autre question, comment calculer un panier moyen, chiffre d'affaires hors taxe sur nombre de couverts? Tout à fait. Alors après, attention, ça va dépendre aussi de comment est-ce que vous avez paramétré et utilisé surtout votre système de caisse. Si vous utilisez votre système de caisse par couvert, dans le sens où chaque personne qui va manger un plat est un couvert, là, ça a du sens. Si votre serveur me crée un couvert à chaque fois qu'il vend un expresso, ça a moins de sens et votre chiffre aura beaucoup moins de pertinence. Donc, ça peut être par nombre d'additions, ça peut être par nombre de couverts si vous l'avez bien tapé, à vous de définir. De toute manière, ce qui compte au-delà du montant en lui-même, ça va être d'en faire un indice. C'est-à-dire que vous allez voir qu'à une période donnée, vous étiez à temps, à 10 euros. Est-ce que vous avez monté ou est-ce que vous avez baissé? Et le but, c'est de comprendre justement l'orientation que ça prend. Est-ce que c'est vers une hausse ou vers une baisse? Et qu'est-ce qui engendre ça? Et derrière, mener les actions correctives qui vont avec. Est-ce que c'est un manque de formation de vos salariés pour faire de la vente suggestive? Est-ce que c'est une mauvaise mise en avant de vos desserts ou de vos produits un peu additionnels? Est-ce qu'il y a une mauvaise communication d'un plat en particulier? Est-ce que votre plat du jour ou votre offre déjeuner qui est très peu rentable et qui est un peu à un prix d'appel prend trop de place maintenant dans votre économie et du coup a tendance à baisser votre panier moyen? C'est plus que le chiffre en lui-même, ce qui va compter, c'est
en faire un indice et arriver à une déclinaison, comprendre si on est sur une bonne tendance ou une mauvaise tendance et mener les actions très concrètes, très opérationnelles pour corriger cela. Ok. À la réouverture, peut-on reprendre qu'une partie du personnel et laisser l'autre partie en chômage partiel? On peut. Ça a été encore confirmé ce matin par la ministre du Travail. C'est prévu qu'on puisse, dans un premier temps, et elle évoquait d'ailleurs la restauration, prendre une partie du personnel et garder notre partie en chômage partiel. C'est une confirmation qu'on a eue ce matin même. Ok. Il y a beaucoup de questions du coup sur les tableaux, sur Snapshift, sur le tableau que tu as montré des ratios sur un fichier plan de trésorerie. Donc peut-être que ça, on verra dans les différents peut-être communications qu'on fera Bien sûr. De toute ensemble façon, après. on va reparler dessus. Là, comme on va attaquer la troisième partie qui est sur l'action structurelle, on va réévoquer justement tous ces tableaux un peu plus en détail et sur Snapsheet aussi. Comment est-ce que maintenant qu'on a fait une analyse et qu'on a vu comment gérer ce temps un peu urgent, on peut arriver à une analyse un peu plus longue. Parce que c'est aussi ça l'intérêt de ces tableaux. Eh bien, Je on ne en sais pas si tu as d'autres profite. questions. Troisième Ok, partie. alors on Allez, est c'est parti sur parti. la troisième partie. Justement, donc une fois qu'on a passé cette étape de relance qui est un peu angoissante, où on va être un peu timide parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, il faut aussi profiter de cette période de pause pour voir l'après et même le surlendemain. L'idée est de ne pas refaire les erreurs qu'on a pu commettre et au-delà de la gestion qu'on a pu avoir sur cette période de crise, voir une gestion un peu plus en longueur, que ce soit sur une tenue dans le temps de l'activité qu'on a ou un développement même de cette activité. Si certains d'entre vous ont des velléités de duplication ou de passage sur un format plus groupe, c'est le moment justement de mettre en place les bons outils pour permettre d'avoir ce pilotage nécessaire au développement de l'activité. J'ai entendu donc dans les questions qu'il y avait pas mal de demandes sur justement ces tableaux et ce qu'on a présenté, et je vais essayer de revenir justement à ces cas concrets parce que je pense que c'est là que ça va être assez intéressant. Si on essaie d'avoir une analyse un petit peu de la masse salariale, alors je vous ai expliqué comment analyser et comment arrivez-vous au calcul du ratio de masse salariale, c'est-à-dire le pourcentage des dépenses de masse salariale sur le chiffre d'affaires et comment arriver à la productivité. Maintenant, une fois que je constate que c'est bien ou que ça n'est pas bien, qu'est-ce que je fais? Première chose à faire, au-delà d'une analyse chiffrée de votre planning, il y a aussi une analyse un peu plus critique et un peu plus opérationnelle de votre planning. Là, ce que je vois directement sur mon écran, si je prends mon restaurant test, c'est que je me retrouve avec de très nombreux salariés en heures supplémentaires, alors que si je descends un peu, j'ai d'autres salariés qui n'arrivent même pas à leurs heures contractuelles. Et ça, je le vois souvent sur site. On se retrouve avec des plannings qui sont un peu trop structurés par les desiderata de chacun, par des problématiques de vouloir récompenser certains salariés qu'on connaît fort et qui nous rassurent en leur donnant beaucoup d'heures. Mais d'un point de vue de gestion, il y a une vraie problématique de cristallisation du planning. Donc, il faut arriver à en profiter pour essayer d'arriver à une copie un peu plus malléable, redistribuer des heures. Et ça peut paraître dans ce que je vais vous dire, mais c'est peut-être en réembauchant d'autres personnes et en reformalisant le planning que vous allez arriver à une baisse du coût, parce que vous allez éviter des majorations d'heures, parce que vous allez éviter d'avoir une problématique de payer des heures de manière un peu plus indirecte que ce que le légal vous permet. Donc, plus vous allez rentrer dans cette légalité et dans cette capacité à avoir un planning qui correspond au contrat, plus vous allez être rassuré au niveau de votre ratio de masse salariale. Et c'est le meilleur moyen de le maîtriser. Donc, première chose à faire, c'est ça, c'est regarder son planning de manière très critique, regarder où est-ce qu'on va avoir des heures sup, regarder est-ce que les disponibilités correspondent à ce que je fais vraiment travailler mes salariés, regarder surtout si ça correspond au contractuel. Parfois, il suffit simplement de faire aussi une reprise des contrats, des avenants, le nécessaire en termes salarial et en termes légal pour revenir à la réalité et éviter qu'on ait un gap entre la réalité et le contractuel pour limiter aussi les majorations et les heures payées et qui ne sont pas nécessaires. Ayez aussi, sur la partie masse salariale, l'analyse des tâches. C'est-à-dire au-delà de la journée, ayez une analyse tâche par tâche de ce qui est nécessaire à faire dans les heures improductives. Je pense à l'ouverture et à la fermeture du restaurant. Essayez d'analyser si ça n'est pas plus pertinent d'avoir une seule personne qui fait toutes les tâches, mais plutôt que deux personnes qui viennent à 10 heures, pour prendre un cas hyper concret. Soyez le plus productif aussi dans ces moments un peu improductifs pour les ramener au strict essentiel. Et enfin, et une analyse aussi beaucoup plus jour par jour. Au-delà de savoir si au global ma masse salariale est cohérente et ma productivité est cohérente, ce qui m'intéresse, c'est de voir si mon planning est cohérent jour par jour. Or là, si je prends mon réel, je vois que pour faire 2500 € le lundi, j'avais besoin de 97 heures. Je fais 500 € de plus le mardi avec le même nombre d'heures. Donc forcément,
il y a une incohérence et il faut que je la revoie. Même principe, je me retrouve ici avec beaucoup moins d'heures le samedi, mais je fais plus de chiffres. Donc là-dessus, essayer de comparer justement jour par jour, le chiffrer, le planifier pour voir s'il y a une vraie cohérence dans l'avancée. Logiquement, dans les formats les plus classiques, mon planning doit grandir en heures au fur et à mesure de la semaine pour arriver au pic d'activité. Essayer de revenir là-dessus et de voir s'il y a une vraie cohérence complète sur cette ligne d'augmentation de l'activité. Voilà pour ce qui est de la masse salariale. Vous pouvez avoir des vraies analyses structurelles et un peu plus éloignées dans le temps sur un planning de saison, on l'a vu, mais aussi sur un planning un peu plus basique, un planning plancher de ce qui est nécessaire pour l'activité. Et n'hésitez pas, même si vous avez eu l'occasion de faire ça, à faire plusieurs versions, plusieurs scénarios. Je peux me créer un planning pour tant de chiffre d'affaires, un planning avec 20% de chiffre d'affaires en moins parce que j'ai un peu peur de ne pas retrouver l'activité que je connaissais, un planning avec 40% de chiffre d'affaires en moins. L'important, c'est d'avoir prévu ces scénarios et d'avoir ce planning un peu feuille blanche sur lequel je vais pouvoir jouer ensuite. Mais avant tout, regardez les incohérences qu'il y a actuellement dans vos plannings et ce qui vous coûte cher pour rien. Et tous, vous en avez des petits moments, des petits salariés qui n'ont pas le contrat qui correspond ou en tout cas la planification qui correspond à ce que vous attendez d'eux. Voilà pour ce qui est de la masse salariale. Pour revenir sur une analyse un peu plus grande de la masse d'achat, donc je vous expliquais que ça c'était assez simple à tenir et que justement il y avait une facilité à tenir au quotidien et les 5 commandes que j'ai reçues le matin face au chiffre d'affaires que je rends le soir. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse de voir, c'est que comme vos clients ont des habitudes d'achat qui sont quand même assez régulières, c'est ce qu'on appelle le mix des ventes. Vous avez les top ventes dans votre carte, vous avez les flop ventes. Vos achats sont toujours à peu près similaires par fournisseur. Vous allez vous rendre compte qu'au-delà d'avoir un chiffre global de food cost qui évolue, vous avez aussi un chiffre par fournisseur de food cost qui évolue. Et le but du jeu pour vous, en analyse sur plusieurs mois et sur plusieurs récurrences, c'est d'arriver à ça. C'est d'être capable d'atteindre un objectif en écrit chiffre d'affaires à présenter, mais aussi un objectif par pôle de dépenses. Et vous devez pouvoir me dire, est-ce que je dépense 3%, 4% en viande par rapport à ma carte et par rapport aux habitudes de consommation qu'ont mes clients. Plus vous allez réussir à affiner ça, plus vous allez affiner des enveloppes que vous allez accorder à chacun de vos fournisseurs. Et là, vous allez vous rendre compte que ces enveloppes, vous pouvez les retravailler, les rendre le plus précis possible. Et plus vous allez avancer dans votre analyse, plus vous allez être dans la justesse. De même manière, vous allez aussi pouvoir retravailler en fonction du fournisseur sur qui a les bons tarifs et qui correspond à une réalité. N'oubliez pas que sur certains fournisseurs, vous êtes au court. Donc, regardez aussi un peu sur les différents bons de livraison que vous avez encore entre vos mains, qu'est-ce qui a pu exploser ou pas en termes de cours. Par exemple, pour ceux qui sont encore ouverts aujourd'hui, faites très attention à la farine qui est en plein boom et en pleine explosion des prix ces derniers jours. J'ai pu voir des restaurateurs qui payaient jusqu'à 2,50 € leur kilo de farine alors qu'ils étaient à 60 centimes il y a encore quelques semaines. Donc, c'est le moment justement de faire un point sur la stabilité des fournisseurs et d'être capable de leur accorder un par un budget, encore une fois, pas un budget fixe, un budget en pourcentage de chiffre d'affaires par rapport à ma carte, par rapport aux habitudes de consommation de mes, aux habitudes de consommation de mes clients. Ça, je le retrouve en analyse de caisse, évidemment, directement. Et comme ça, je peux construire un modèle qui va peu à peu être très simple. L'intérêt de tout ça aussi, c'est que communiquer à un salarié de cuisine que j'ai 22% de chiffre d'affaires pour faire mes commandes, ça ne parle absolument pas. Par contre, lui communiquer que ce mois-ci, j'espère faire 100 000 € et que je t'accorde 3 000 € pour acheter en fruits et légumes, ça va lui parler. Et même plus en détail, comme vos cycles de commandes sont réguliers et sont souvent par semaine, vous pouvez très bien lui expliquer aussi, voilà, cette semaine, je t'accorde 700 € pour faire la commande de fruits et légumes. Est-ce que tu penses les tenir? Et comme ça, on va rentrer dans un management de la dépense et un management de gestion bien plus collaboratif. Là-dessus, vous avez une vraie pertinence à avoir tant dans l'association de vos salariés à vos problématiques de gestion, qui sont souvent gérées de manière un peu indépendante par le gérant ou par l'équipe de direction. Là, vous pouvez vraiment les intégrer à cela et les pousser à aller plus loin là-dedans. La finalité de tout ça, c'est d'arriver à quelques données, comme je vous disais encore une fois sur l'analyse, c'est la même chose pour l'objectif et pour les actions correctives, c'est arriver à quelques petites données, pas bien plus. Alors, vous êtes passé sur le tableau suivant. Hop là. Voilà, on est tous dessus.
Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à ces quelques données par semaine et par mois. Donc, comme je vous disais, pas besoin de plus de calculs que ça sur le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il va correspondre ou pas à l'objectif que je me suis fixé? Mes achats, est-ce qu'ils correspondent ou pas au global, à l'objectif que je me suis fixé? Ma masse salariale, si vous êtes en capacité de la calculer, ou sinon ma productivité horaire, est-ce qu'elle va correspondre à l'objectif que je me suis fixé? Premier intérêt de tout ça, c'est de ne plus naviguer à vue, de ne plus naviguer à l'aveugle et vraiment d'avoir une notion des ratios et une notion des dépenses que vous avez et dès lors d'arriver à ce qu'on appelle le résultat opérationnel, car c'est vraiment celui-ci qui doit vous intéresser. C'est ce que vous gardez pour les charges fixes et après pour votre bénéfice. C'est lui qui doit être vraiment au centre de vos priorités et au centre de votre intérêt. C'est ce résultat opérationnel. Et une fois que vous avez la capacité de mettre des actions correctives en place sur le planning de la masse salariale, sur le food cost, donc les achats, vous pouvez faire des gains importants en résultat opérationnel et en pourcentage de résultat opérationnel. Peu importe au final cette relance de chiffre d'affaires qui peut être un peu inquiétante, mais qu'on peut aussi développer et qu'on peut aussi analyser pour la suite. Intérêt second de cela, c'est le management, c'est être en capacité d'intégrer ces équipes aux problématiques de gestion. Dès lors, on peut imaginer même un système, et il a fait ses preuves dans beaucoup d'enseignes, de primes sur objectifs et de fixer des objectifs qui correspondent justement à cette gestion. Attention là-dessus, petit bémol, ne fixez des objectifs de primes que sur des données qui ne correspondent au travail de la personne. C'est-à-dire, n'intéressez pas et ne mettez pas une prime à un cuisinier sur la gestion du planning si elle n'est pas entre ses mains. Le but est vraiment qu'il ait une possibilité d'action, une possibilité de maîtrise. En revanche, si vous donnez la bonne prime et les bons objectifs aux bonnes personnes, vous pouvez avoir un vrai changement et un vrai ressenti d'accompagnement dans vos problématiques de gestion. Le fait est que sans ce type de format, ou en tout cas sans communication sur la réussite et sur le résultat de l'établissement, ce que vous n'avez pas si vous n'êtes pas en mesure de calculer ce type de chiffre très simple, votre cuisinier, il n'a aucun intérêt à commander moins, à ne pas commander assez pour avoir un stock tampon et pour être certain de ne pas se retrouver en rupture. Donc, il n'est pas du tout dans la même logique et dans le même format de cuisine et de commande. Il y a vraiment cette idée en tête que plus vous lui donnez de l'information, pas forcément toute l'information, donnez-lui ce qui vous paraît pertinent. Là, vous voyez, on est sur un tableau très simple qui n'est pas donc du tout dans la comptabilité, mais sur quelque chose qui va parler très vite, où je peux très bien lui expliquer que la semaine en cours était un peu moyenne, mais le mois, on est très satisfait de ses résultats. Plus vous êtes capable d'avoir ce type de données à lui communiquer, plus il va vous accompagner dans vos problématiques de gestion au quotidien. Donc ça peut être justement le côté win-win de la chose. Vous allez gagner en gestion, en visibilité et du coup en dépenses, vous allez pouvoir rationaliser tout cela, tout en ayant une équipe qui peut vous accompagner sur ces problématiques. Et si vous arrivez à mettre ces deux piliers en place, votre établissement, il est complètement rassuré et vous êtes certain d'arriver sur quelque chose de bien plus serein et avec beaucoup moins d'angoisse, en tout cas dans la gestion quotidienne, et beaucoup moins de difficultés aussi, parce que plus on peut déléguer certains petits éléments à d'autres, plus c'est simple d'avoir une problématique facile à gérer. Ok, Adrien, tu as fini sur ta troisième partie? Tout à fait. Ok, alors on enchaîne avec les questions, les nombreuses questions. Il y en a plusieurs. Quel impact les jours et ou horaires d'ouverture peuvent avoir sur ma gestion? Comment annoncer, justifier un changement? Tu peux répéter, excuse-moi? Quel impact les jours et ou horaires d'ouverture peuvent avoir sur ma gestion? Comment annoncer, justifier un changement? Tout à fait. Alors ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup sur la réouverture, sur si j'ouvre sur une plus petite période. Ce qu'il faut bien avoir comme idée dans la communication, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression à la clientèle qu'on rouvre à moitié ou mitigé ou avec crainte. Il faut expliquer à la clientèle qu'on a peut-être changé de format, qu'on propose une nouvelle offre et que cette nouvelle offre, on a profité justement de cette période de pause pour la réfléchir. Donc tout va vraiment dépendre de comment est-ce que vous allez le présenter et le communiquer à votre public. Ça peut être très très bien ressenti, comme une reconcentration sur l'activité centrale de l'entreprise, sur ce qui fait sa force, comme ça peut être ressenti comme une faiblesse et dès lors détourner une certaine clientèle. Donc n'hésitez pas à bien communiquer sur vos changements d'horaire et vos changements de format d'ouverture, mais à le présenter comme une offre plus forte, plus pertinente et plus en lien avec votre activité. Ok, merci. Pourriez-vous rappeler si la masse salariale est la somme des salaires nets plus les charges patronales? Alors, la somme des salaires bruts plus les charges patronales, puisqu'on va aussi intégrer les charges salariales. En définitive, la masse salariale, ce qui nous intéresse, c'est de calculer tout ce que vous dépensez pour payer vos salaires et vos employés. Donc, aux charges patronales, on va rajouter en fait l'ensemble du coût salarial. J'intègre là-dedans aussi évidemment
le coût de mutuelle, le coût de transport si vous remboursez une partie des transports du salarié. Un salarié en congé payé, je l'intègre aussi. L'intérêt, c'est de savoir ce que l'ensemble de mes fiches de paye me coûte. Très bon moyen pour ceux qui n'ont pas d'outil d'analyse pour avoir un premier constat. Prenez votre liasse de paye et regardez ce que ça vous a coûté en global. OK. Est-ce que je dois noter chaque jour le chiffre d'affaires hors taxe dans mon tableau? Est-ce qu'il y a une méthode plus simple? Donc Eh là, je bien, pense qu'ils font référence peut-être au tableau Snapshift où ils doivent renseigner le chiffre d'affaires réel chaque jour. Est-ce qu'il faut le faire à la mano ou est-ce qu'il y a peut-être des méthodes plus automatiques? alors, vous pouvez le faire à la mano déjà. La première chose à faire, déjà, remplissez un budget, essayez d'avoir une première analyse quand vous créez votre planning. Pour ce qui est du chiffre d'affaires réel, tu m'arrêtes si je me trompe, Nelly, mais pas mal de logiciels de caisse et donc l'addition aussi qui est partenaire permet d'avoir cette remontée de caisse tous les soirs à minuit et le chiffre s'incrémente tout seul, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais, je confirme. Effectivement, on est connecté avec l'addition, notre partenaire sur ce webinaire, et effectivement, le chiffre d'affaires hors taxe remonte automatiquement chaque nuit. Et donc, du coup, ça va venir calculer automatiquement le ratio de masse salariale et la productivité, effectivement. Ouais. Pensez bien, pour ajouter une dernière petite précision, comparez bien l'ensemble de votre chiffre d'affaires. N'oubliez pas, par exemple, si vous avez des plateformes de livraison, à intégrer ce chiffre aussi. Ne pensez pas qu'à votre caisse forcément. Pensez à tous les biais de chiffres pour le comparer au planning, parce que toute votre productivité est liée à l'ensemble de la production que vous vendez. Donc pensez à toutes les entrées possibles d'argent de votre établissement. OK. Alors, quelles sont les limites de la transparence? Qu'est-ce qu'on montre cash? Les limites de la transparence, c'est à vous de les fixer. Ça dépend vraiment. Je peux prendre un exemple très concret qui est le mien. Moi, mes salariés avaient un accès à quasiment tous les ratios de dépenses. Ils avaient un accès quasi presque à la facturation. Ils savaient exactement quel était le coût des dépenses d'achat. En revanche, ils ne connaissaient pas les dépenses de masse salariale par personne, mais ils connaissaient la dépense globale quand j'étais en activité. J'ai un peu la même tendance aujourd'hui à dire que ce qui compte, c'est plus qu'un chiffre, c'est de donner une tendance déjà, de montrer si on est vers du bon ou du mauvais et pourquoi est-ce qu'on va amener les actions correctives sur le terrain, leur montrer qu'il y a un élément d'analyse au départ. Et peu importe la pertinence et la précision de ce chiffre, ce qui est important, c'est de leur montrer qu'il y a une défaillance ou qu'il y a une réussite. À partir de là, ils vont comprendre les actions correctives que vous allez mener. Si vous êtes en opacité totale, vos actions, qu'elles soient managériales, opérationnelles ou de gestion, elles ne vont pas être comprises par le terrain et ils vont se demander pourquoi est-ce que vous venez mettre le nez dans les commandes qui passaient très bien tout seul jusque-là, ou intervenir dans un planning qu'ils construisaient entre eux où ils s'échangeaient des shifts jusque-là. Donc il faut au minimum une transparence pour permettre la compréhension des actions que vous menez. Ensuite, plus vous donnez d'éléments, plus un serveur qui fait des services quotidiens sait s'il a fait tant de tables ou plus de tables ou moins de tables que le samedi d'avant, plus vous êtes un peu plus dans la donnée qui correspond à la personne, plus vous allez l'engager avec vous dans la réussite de la gestion. Merci. Il y a des questions sur l'inventaire. Oui, Faut-il mettre en place des inventaires? complètement. Alors, pour une donnée très simple que j'évoquais au début, qui était que la masse d'achat, elle va être avec un calcul bien plus pertinent sur la semaine, c'est-à-dire sur un cycle de commande, tandis que la masse salariale, elle est plus pertinente sur le mois. Or, on va quand même avoir tendance à privilégier l'analyse au mois, mais pour que cette analyse soit pertinente, il va falloir que j'ai un inventaire. Pourquoi? Parce que si je compare un mois où, alors je reprends sur un exemple un peu plus concret, je pense que ce sera un peu plus parlant pour tout le monde. Hop là, clac, 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 je me remets dessus avec tout le monde. Vous voyez, si on prend le mois de mars, par exemple, qui lui a terminé un mardi 31 mars, mais On forcément, voyait j'ai bien fait... ton tableau juste avant, Adrien. Là, je crois qu'on Ah, ne voit plus ton tableau. Mais là, on ne voilà. le voit plus. Nickel. C'est bon. Là, on Donc, voit je disais, bien. voilà, Ouais. sur un mois de mars où on va terminer sur un mardi, forcément, les commandes que je vais avoir passées un mardi, eh ben, elles sont pour le mercredi aussi, elles sont pour le jeudi. Donc, il va rester un stock tampon qui sert pour le mois suivant. Ça a un peu de pertinence. Même principe là, j'ai de la chance. J'ai commencé par un lundi, un dimanche 1er mars. Mais ça veut dire que le mois précédent, j'ai passé des commandes le samedi qui vont servir à cette journée du dimanche où j'impacte le chiffre d'affaires après. L'intérêt là-dedans, c'est si je suis en capacité de faire un inventaire en début de mois et en fin de mois, eh bien, je peux avoir un stock final. Imaginons qu'en début de mois, j'avais 5 000 euros de marchandises et qu'en fin de mois, j'avais 2 000 euros de marchandises. Il faut que je sois capable de rajouter ces 3 000 euros dans
mon stock. Et là, alors que j'étais content de ma masse d'achat sur le mois en prenant simplement ma facturation, au final, je ne dois pas en être content parce que j'ai aussi consommé du stock que j'avais disponible. Donc, plus vous rajoutez de l'inventaire, attention, j'entends un inventaire mensuel, pas plus. Plus vous êtes capable, sur la période que vous analysez, d'ajouter de l'inventaire d'entrée et de sortie, plus vous allez rendre précis votre analyse. L'inventaire au-delà du mensuel, elle n'a d'intérêt que quand vous allez cibler un produit qui est défaillant. J'entends par là, si vous vous rendez compte que votre commande en entrecôte, elle ne correspond pas à votre consommation d'entrecôte, là, rentrez dans un inventaire un peu plus quotidien. Mais aucun intérêt de faire un inventaire quotidien des produits, simplement par mois ou en tout cas par période d'analyse. Ça va vous permettre d'éviter des défaillances si vous avez trop consommé de stock ou si à l'inverse, vous avez restocké. C'est au final un peu une forme d'épargne que vous avez en aliments et il faut aussi la prendre en compte parce qu'elle a un poids à chiffrer qui peut être très important en fonction des établissements et en fonction des types de produits. Ok, je regarde s'il y en a d'autres. Pensez-vous que nous allons pouvoir réouvrir avec un fonctionnement identique à l'étranger? Beaucoup font de l'emporter ou ont réduit de moitié leur capacité d'accueil pour préserver des distances de sécurité. 3 petits points. Alors, une réouverture directe à l'identique, absolument pas. Ça, c'est une évidence. Il y aura des modalités d'intégration du public, des modalités d'intégration des salariés. Pour les salariés, je les ai déjà évoqués, de ce qui s'annonce, rien ne va sortir d'un chapeau, ça va être la même chose que les données qu'on a aujourd'hui, mais un peu plus renforcé sur les gestes barrières, sur la sécurité, sur l'hygiène. Donc, il va certainement falloir prévoir des protocoles additionnels, que ce soit d'un point de vue des normes de sécurité, donc qui seront contrôlées, elles, par la directe, ou des normes d'hygiène qui, elles, sont contrôlées par la DDPP. Là-dessus, on aura certainement des protocoles additionnels à rapporter. Au niveau du public, à voir ce qui va se proposer. Dans les données qu'on a des autres pays, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'arriérés. On voit en effet des établissements où on a plus d'espacement entre les tables, un peu moins de présence en queue, le maintien des gestes barrières ou en tout cas des distances de sécurité. Donc ça, c'est à définir. Au-delà de cette période qui va durer, allez, on va dire, si je suis pessimiste et je touche du bois pour vous, tout 2020, on va revenir à une activité un peu plus classique, mais quoi qu'il en soit, sur ces protocoles de gestion de crise au niveau salarié, au niveau hygiène, au niveau sécurité, il va y avoir un renforcement qui va vous être demandé. Encore une fois, ça va être rien de plus que l'actuel, mais avec plus de contrôle certainement, et une vigilance qui va être plus grande et attendue de votre part. Elle va aussi être attendue, cette vigilance, de la part de vos salariés. C'est-à-dire que le climat de travail et le climat dans lequel ils travaillent d'un point de vue sécurité et d'un point de vue maîtrise des normes ils vont être beaucoup plus attentifs à cela et il faut être capable de répondre à cette demande qui va se présenter. Merci. Alors, pour bien analyser d'où vient le problème de la masse salariale, existe-t-il un ratio masse salariale cuisine sur CA et ou un ratio masse salariale service sur CA? Oui et non, dans le sens où ça dépend vraiment de votre format. Je prends un exemple très simple. Un traiteur qui va avoir très peu de masse salariale en salle peut avoir autant de masse salariale en cuisine et il va juste avoir un comptoir avec 1 à 2 personnes. À l'inverse, on peut avoir une cuisine un peu atrophiée avec une très grande salle qui va demander des runners, qui va demander du soutien à côté et du coup qui va demander une masse salariale de salle un peu plus importante. Ce qui est important, c'est d'arriver à quelque chose d'assez cohérent en fonction de votre établissement. Donc, analysez bien votre établissement, quelles sont ses forces et ses faiblesses, est-ce qu'il y a une grande cuisine, est-ce qu'il y a une grande typologie de carte ou une petite salle, et essayez de définir vous des objectifs par rapport à ça. Partez toujours du format que vous avez et n'essayez pas de comparer forcément chez le voisin parce qu'il n'a pas les mêmes problématiques que vous d'un point de vue complètement structurel. C'est vraiment votre établissement qui fait que vous avez besoin de plus d'un côté ou de l'autre de la barrière du pass et de la cuisine. Par contre, classiquement, si vous ne rentrez dans aucun des cas que j'ai pu annoncer, un format classique de restaurant qui n'a pas de modalité particulière se retrouve avec normalement une masse salariale de salle à peu près équivalente, si on rajoute le management, à une masse salariale de cuisine. Ok. Alors, j'ai une question au sujet des ratios de calcul concernant la vente en livraison. Mhm. Voilà la question. Je sens qu'elle est jolie, la question. Voilà, donc je sais pas, je pense que c'est autour du thème de la livraison. C'est vrai qu'on en a assez peu parlé finalement Oui, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? là-dessus, ce qui pose souvent problème au niveau de la livraison, c'est la prise en compte justement de la commission qui est destinée aux plateformes de livraison. Si vous avez prévu déjà, ce qui se prépare beaucoup pour pas mal d'entre vous dans les semaines à venir, en tout cas je l'entends de plus en plus revenir, un format de réouverture sur de la pure livraison. Pensez à prendre en compte cette part de commission et à calculer si une fois que vous avez dégagé votre masse salariale prévue pour ça, plus cette part des commissions, qu'est-ce qui vous reste réellement, plus bien sûr la masse d'achat alimentaire, qu'est-ce qui vous reste réellement en résultat opérationnel.
Je prends un exemple très concret sur des restaurants qui ouvrent habituellement avec du 30-40% de leur chiffre d'affaires en livraison. Ça revenait pour eux à une rétrocession en part de commission à 5-6%. Or là, comme ils rouvrent en pure livraison, ils se retrouvent avec des parts de commission sur chiffre d'affaires qui correspondent plus à du 12-15%, ce qui commence à être énorme. Donc, faites bien votre calcul, faites bien votre business plan complet en ayant une des full livraison, full plateforme pour savoir si ça correspond à quelque chose de viable. Parfois, et pour certains, en fonction de la masse d'achat qu'ils ont, ou en tout cas de la masse de salariés dont ils ont besoin pour fournir cet effort de livraison, c'est pas forcément périn. Donc faites bien cette analyse du planning, de la masse d'achat et de la masse que vous allez laisser en commission de livraison pour calculer ce qu'il en est. En revanche, si la question est de savoir si je prends en compte le chiffre d'affaires avec la commission quand je fais mes calculs de ratio, par exemple, quand je calcule ma masse salariale, est-ce que je prends sur 1000 € de livraison, est-ce que je prends en compte cette part des commissions ou pas? Oui. Parce que quoi qu'il en soit, votre prix de vente, c'est ça qui nous intéresse pour faire ce calcul. Et votre production, vous ne pouvez pas la comparer de manière différente parce que vous avez reversé après à cette plateforme du chiffre. Donc prenez bien l'ensemble du chiffre hors taxe évidemment pour le comparer à votre masse salariale. Je ne sais pas si Ok, ça répond à la question, mais mais entre-temps, la personne qui a posé la question m'a dit que la question était plus longue, mais je ne vois pas le reste de la question. Donc, j'espère que tu as répondu à ce qu'il voulait. On va peut-être finir sur allez, une ou deux encore questions. Alors, je lis en même temps. Hein. Hop. Comment savoir s'il y a du vol de denrées dans mon établissement à part mettre des caméras? il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, c'est simple, c'est l'inventaire. C'est que, alors bien sûr, la caméra fonctionne très bien, mais j'ai déjà eu aussi des cas de restaurateurs où on cachait les caméras pour voler. Donc ça ne résout pas tout forcément. En revanche, il y a des moyens très simples de le faire. Si vous avez un inventaire quotidien, si vous avez une analyse de vos ventes et que vous vous rendez compte que vos achats par mois ne correspondent pas à votre théorique, c'est-à-dire qu'aux recettes que vous aviez estimées, vous allez très vite vous rendre compte où part ce qu'il manque, parce que peu à peu, vous allez réduire l'entonnoir. Au départ, vous allez vous rendre compte que ce que vous achetez en général en achat alimentaire est trop grand par rapport à ce que vous devriez acheter. Puis vous allez vous rendre compte que c'est peut-être la viande qui est trop grande, ce que vous achetez chez votre boucher qui est trop important, et du coup vous allez faire un focus sur ces produits-là. C'est là qu'il faut mener un inventaire un peu plus quotidien sur ces 2-3 produits et se rendre compte que bah voilà, alors que j'ai vendu à ma clientèle 15 entrecôtes, j'en ai 30 qui ont été consommés dans la journée. Là, plusieurs problématiques se posent. Est-ce qu'elles ont bien été livrées? Ça peut être aussi un vol de la part du livreur ou du fournisseur qui aurait mal calculé, dont lui le bénéfice du doute, qui aurait fait une mauvaise facturation, ou si c'est un peu régulier, qui vous la met un petit peu de manière un peu sournoise. Maintenant, ça peut aussi être un salarié qui part avec des repas. Ce qui est important et ce qu'on voit fonctionner de manière corrective très rapidement, c'est plus vous montrez à vos salariés ou en tout cas même aux partenaires avec qui vous travaillez, parce que je pense aussi aux livreurs, que vous contrôlez, plus vite ces problématiques de vol s'arrêtent d'elles-mêmes. Vous n'allez pas arriver au moment de devoir taper du poing sur la table. S'ils sentent qu'il y a un contrôle qui est fait, un inventaire, un suivi des commandes, ils vont tout de suite calmer la chose. Dernier point sur la partie vol, souvent elle est aussi associée à une problématique de politique de repas s'il s'agit des salariés. Plus la politique de repas est claire et n'est pas non plus complètement intransigeante, si elle est permissive mais contrôlée, et vraiment j'insiste sur le contrôler, qu'il y a une notion de notation de ce qui a été mangé, notation de ce qui a été pris en repas, moins on a des problématiques de vol. Donc l'ensemble de ces deux vecteurs, une bonne politique de repas et une bonne politique de maîtrise des produits par rapport aux salariés et aux fournisseurs, et en même temps un contrôle par inventaire si vous ciblez qu'il y a un problème sur un produit en particulier, et vous pouvez normalement réduire, ou en tout cas arriver à une analyse qui vous permet de déceler du vol, même de le résorber avant les caméras, parce que les caméras, elles ne vous permettent pas de résorber le vol. Ok, dernière question, on finira là-dessus avant de conclure. Est-il pertinent d'embaucher ou de payer des heures supplémentaires afin d'optimiser son ratio de masse salariale? Alors, il est plus pertinent toujours d'embaucher que de payer des heures supplémentaires, dans le sens où les heures supplémentaires, elles ne sont pas contractuelles, donc à part du dépannage, c'est toujours plus pertinent d'avoir une nouvelle embauche. Et souvent, on sous-estime la capacité qu'on a à trouver des petits contrats. Ça nous paraît introuvable, ça nous paraît très difficile en protocole de recrutement, mais avoir, même sur une ouverture, je le conseille aux restaurateurs, mieux vaut avoir 3 20 heures que 2 temps plein. Plus on a de capacité d'avoir des personnes qui sont à leur contrat et qui sont à l'engagement qu'on a eu contractuellement avec eux, plus c'est simple d'avoir une bonne gestion de la masse salariale. D'autant plus vous avez le personnel, le coût ne va pas forcément augmenter, mais par contre, votre capacité à être flexible et à compter sur plus de personnes, elle va augmenter. Et dès lors, vous aurez une capacité de gestion de la masse salariale qui sera bien plus grande.
Je rappelle que le problème de la masse salariale, c'est du fait qu'il y ait c'est pas un problème en soi, mais c'est le fait qu'on parle d'humains et on parle de gens à qui on doit une rémunération, donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Au contraire, c'est ça qui fait aussi sa force, mais c'est aussi ce qui permet de la cristalliser. Donc moins vous la cristallisez en augmentant le nombre d'agents et le nombre de personnes, plus vous avez une capacité d'action qui est grande. Ok, bon, ben, Adrien, on va finir là-dessus. Les questions-réponses, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Ben, merci à toi, Adrien. Merci Mais je beaucoup t'en prie. d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, il y en a eu un certain nombre. Merci aussi à l'addition pour cette collaboration et merci à vous pour votre participation. On espère sincèrement que ce webinaire vous a plu et que vous repartez avec des perspectives positives pour la suite. On vous envoie l'enregistrement de ce webinaire ainsi que des liens et des ressources utiles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes là-dessus sur les différentes ressources. Donc, on vous envoie tout ça par mail dès demain. En ce qui concerne la suite, l'addition met tout en œuvre pour vous fournir les clés et astuces afin de vous aider à rebondir à la suite de cette période. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et à les contacter pour de plus amples informations. Quant à nous, Snapshift, notre application est mise à disposition gratuitement pendant toute la durée de la crise afin que vous puissiez continuer à gérer vos plannings, vos payes et vos ressources humaines sans contrainte. On met en place régulièrement des webinaires. Donc, il y en a un demain sur la boulangerie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci encore infiniment pour votre présence et on vous souhaite à tous et à tous du courage. Voilà, merci à vous et à bientôt. Merci Adrien. Merci Nelly. Tu veux dire un mot pour conclure, pardon? Non, bah écoutez, on reste disponible s'il y a des questions supplémentaires qui se posent et on va voir justement pour faire cette transition sur les tableaux, sur les ressources qu'on peut fournir, on va essayer d'être le plus transparent possible et de répondre à tout le monde. Très bien. Merci Adrien, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.